je suis Véronique Galsowski, je suis reconstitutrice. Je travaille sur la question, enfin sur les questions, oui, peut-être que vous avez des questions, sur la vie en tout cas des femmes et des enfants sous l'Empire romain. Et aujourd'hui, puisque le thème de ce festival, ce sont les jeux et les plaisirs, nous allons essentiellement parler des jouets d'enfants. Alors, sachant bien entendu que pour vous parler des jouets d'enfants, j'ai deux sources principales, les sources littéraires, y compris, enfin, et surtout de l'époque, hein, et puis des sources archéologiques. Aussi, pendant le temps que nous allons passer ensemble, je vais vous présenter des reconstitutions de pièces qui ont été, qui sont exposées dans différents musées d'Europe, enfin même jusqu'en Égypte, en tout cas du monde romain de l'époque, de façon à ce qu'on puisse appréhender la vie des petits Romains, on va dire au 1er, 2e, 3e siècle de notre ère, c'est-à-dire l'époque des bâtiments que vous visitez sur Arial. Alors, pour commencer, si je vous parle d'enfants, les enfants, est-ce que vous savez ce que veut dire le mot enfant? Est-ce que quelqu'un ici le sait? Tu le sais? Ouais, je le sais. Parce que je te l'ai dit tout à l'heure. Mais quelqu'un qui n'a pas triché? Cauchemar? Oui, pour certains, y compris d'ailleurs pour certaines romaines. Mais ça, c'est l'objet d'une autre conférence. Enfant, ça vient du mot infant en latin, qui veut dire ne parle pas, qui ne peut pas parler. Et qui ne peut pas parler, non pas dans le sens muet, dans le sens tout petit enfant qui serait incapable de prononcer des sons, mais qui n'est pas capable d'avoir un langage structuré. Autrement dit, on est un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans. Après quoi? 7 ans, c'est pas l'âge de raison? Vous avez tous entendu, vous vous rappelez quand vous avez fêté, pour les plus anciens comme moi, quand vous avez fêté vos 7 ans, c'était l'âge de raison. C'est déjà le cas à l'époque romaine. Donc on va parler des enfants. Et eh bien, si on écoute Sénèque, quand il parle des enfants, à un enfant, il dit « tu es à l'âge des jeux ». Les jeux caractérisent les enfants. Les jouets, notamment. Alors, à votre avis, je vais vous faire participer parce qu'il fait trop chaud pour que je reste ici à parler toute seule pendant quelques minutes. À quelle occasion, comment pouvait-on recevoir des jouets quand on était un enfant à l'époque qui nous intéresse? Ça y est. Tu peux revenir, le slam? À votre avis, est-ce qu'en priant les dieux, il y avait des jouets qui tombaient? Oui ou non? Oui? Ok. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous imaginer l'époque romaine, c'est ça? Si? Parce que sinon, on peut partir de notre époque. À notre époque, quand est-ce qu'un enfant reçoit ses premiers cadeaux? À la naissance, ensuite aux anniversaires. Pardon? Exactement. Et donc, si je vous la fais, il a dit Noël, si je vous la fais en romain, ils reçoivent des cadeaux de naissance. La jeune maman et les enfants vont recevoir, enfin, et l'enfant nouveau-né va recevoir des cadeaux. On a les fêtes des Saturnales, qui sont devenues Noël par la suite. On a les anniversaires et différentes fêtes, ainsi que différents passages dans la vie de l'enfant. Par exemple, au sevrage, il va recevoir des jouets. Et qui offre les jouets? À l'époque, il n'y a pas de Père Noël. Donc, à votre avis, comment ils arrivent ces jouets dans les mains des enfants? Les parents, la famille, les parents, les marraines, les personnes qui s'en occupent. Les personnes qui s'en occupent, pourquoi pas, les nourrices? C'est tout? Les prêtres? Non. Encore mauvaise réponse? Parce que les parents, les marraines, ça existait? Non. Non. Vous n'avez pas d'amis? Vos amis n'offrent jamais de cadeaux à vos enfants? Changez d'amis? À l'époque romaine, ce sont aussi et beaucoup les amis. Vous avez peut-être entendu parler de cette notion de clientélisme. Si je veux me faire bien voir de mon protecteur, il me paraît qu'il soit le minimum que j'offre des cadeaux à ses enfants. À tel point, j'ai retrouvé un texte d'un auteur antique qui dit que c'est une bénédiction quand on a des amis qui n'ont pas d'os. Coûte moins cher. Alors, je vous propose, maintenant qu'on a compris d'où venaient les cadeaux et les jouets,
Je vais vous montrer des jouets et vous allez essayer de trouver ce que c'est. On va commencer simple ou pas? Oui? D'accord. On commence très simple. Est-ce que tout le monde voit? Parce que sinon, j'ai une petite esclave qui peut se déplacer en vous montrant les jouets. Voilà. Je finis toujours avec une esclave. Je suis vraiment une grand-mère. Donc, il y a des objets que vous allez pouvoir vous faire passer, il n'y a pas de souci. Ceci dit, je précise un point de détail. Ce que vous allez voir, ce que vous allez avoir dans les mains, ce que je vais vous présenter, ce sont des reconstitutions parfois en pièces uniques. Vous n'en verrez peut-être nulle part ailleurs dans le monde, de pièces archéologiques. Peuvent le prendre, allez, vous pouvez les faire passer. Quand ça sera trop fragile, non pas que je vous fasse pas confiance, mais sait-on jamais, je ne vous les ferai pas passer, simplement, c'est Pascal qui vous les montrera. Donc la toupie, est-ce que ça surprend Non, on a déjà des toupies. Vous avez réussi à identifier la matière? Ouais, et les garçons? Bois et os. Très bien. Autre jeu? J'arrive jamais au fond. Donc le yo-yo, que je vous fais passer également, vous attrapez? Les garçons? Ouais, oui, à l'époque, on n'avait pas de tablette. Enfin, si on en avait, mais on savait aussi faire des choses avec nos mains. Je vous montre pendant que j'en parle, ça risque d'être décousu mon discours. C'est pas grave, j'ai été introduite par cela. Une tablette, un stylet. Tablette, stylet. On n'a vraiment rien inventé. Ah oui, tu peux montrer. Oh là là, non, tu vas faire. Oui, là vous allez juste le regarder. Donc, est-ce que vous pouvez me dire avec quoi c'est fait une tablette antique? De la cire, bravo. Est-ce que ça peut être fait avec de l'argile? On peut avoir des tablettes pour apprendre à écrire, par exemple à l'école, avec de l'argile? Et non! Non, c'est que dans la Bible, hein, les tablettes d'argile pour écrire des trucs. Parce que le problème de l'argile, c'est que ça sèche. Et vous ne pouvez pas, et ça se casse. Voilà, on n'écrit pas dans l'argile, on écrit sur la cire. Quand on est très riche, on veut écrire des choses importantes, c'est sur du papier aussi. On n'est donc pas en train de parler de jouets. Je retourne aux jouets. Donc vous avez deviné ça, ça. Je vous lance encore, les garçons, parce que toi, tu attrapes très bien. Ouais, avec une main comme ça? Oh. Ah oui, oui, ça, il n'y a pas de... Donc les osselets qui sont faits avec l'os, l'astragale du mouton. Vous pouvez lever la main, tous ceux qui ont déjà joué aux osselets, s'il vous plaît. Pour de vrai? Pourquoi vous dites pour de vrai? Parce qu'il y a les vraies règles et puis il y a juste... Non, mais jouer avec des osselets dans vos mains, c'est-à-dire en vrai, en vrai. À partir du moment où c'est pas du virtuel, c'est vrai. Vous avez joué, non? Oui, mais pas avec les règles. Enfin... Mais vous avez joué. Oui. Vous avez joué. Donc vous avez joué. Je ne vivais pas l'époque romaine, malgré... Non. Cependant, je vais vous montrer comment jouaient les Romains, et plus particulièrement les petites romaines. C'est plutôt un jeu de jeunes filles. Vous allez regarder, je vais le faire sur l'estrade. Vous allez me dire si ça ressemble à ce que vous avez pratiqué. Pour vous montrer ça, je m'inspire d'un vase qui est exposé au Louvre, qui est un vase grec, donc antérieur à l'époque dont je vous parle. Sur la circonférence de ce vase, on a des représentations de jeunes filles en train de jouer à différents stades du jeu, un petit peu comme une bande dessinée. C'est ce qui m'a permis de voir le jeu d'osselets. Donc, ça se joue au sol, rappelez-vous. On était accroupis par terre, où elles étaient. Je lance en l'air, je récupère sur le dos de la main. Vous avez le droit de vous lever au fond comme à l'école. Et ensuite, pendant que j'en ai un en l'air et pas dans les lunettes, là j'ai perdu, c'est à vous. D'accord? Est-ce que vous avez joué comme ça? Ouais. Vous avez créé.
Néanmoins, ce qui est fascinant, c'est de s'apercevoir que 2000 ans, même 2500 ans plus tard, puisque là on était sur du grec, on a continué pendant 2500 ans sans que les règles ne soient décrites, pour le coup, à perpétrer un geste, un jeu antique. Je vais donc vous faire deviner autre chose. Ça, vous allez tout de suite me dire ce que c'est. Ça, regardez bien, c'est pas des billes. C'est des noix. Mais vous pouvez prendre un raccourci et me dire qu'on joue aux billes avec les noix. Et pas que. On joue effectivement aux billes avec les noix. On joue à de nombreux jeux avec les noix. À tel point que quand on parle de l'enfance, on parle de l'âge des noix. Quand un enfant grandit, l'expression des poètes est « il quitte l'âge des noix ». Lors d'un mariage, lorsque le cortège va vers la demeure des mariés, le marié jette des noix sur son passage aux enfants. C'est plein de symbolisme. À la fois, on quitte l'âge des noix, c'est aussi symbole d'abondance et c'est aussi un affichage de la volonté de faire des enfants. Les noix, c'est vraiment, vraiment le jeu de tous les enfants. À votre avis, est-ce que les pauvres jouent? Les enfants pauvres au 1er siècle? Oui? Les esclaves? Les esclaves jouent? Alors je vous parle des enfants. Eh bien, un enfant, ça joue, hein, comme l'a dit Sénèque. Un enfant, par contre, n'a pas toujours des beaux jouets. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément... Ce que je vous ai montré, c'est qu'on a commencé par des jeux pas chers. Les noix, c'est des jeux de tout le monde. Les esclaves, les pauvres, les riches, etc. Tout le monde joue aux noix parce qu'il suffit. Et dans l'Antiquité, on a beaucoup plus d'arbres que maintenant, il y a beaucoup plus de noyers surtout. Donc il suffit de récolter les noix, de les conserver. C'est également des friandises. Et c'est également, vous le retrouverez sur des stèles funéraires, dans certains textes, on peut le retrouver aussi dans les tombes d'enfants. Le fait qu'on représente un enfant avec un sac de noix veut dire qu'il était un bon élève, parce que c'est également la récompense scolaire. Tout comme plus tard, on aura des images, etc., des bons points, etc. Mais les noix sont également la récompense. Et ça permet que les enfants jouent. Ça se joue comment? Alors, ça se joue comment? Est-ce que vous connaissez ce jeu, vous savez, où ils sont par terre, les garçons? C'est plus un jeu de garçons, hein, d'ailleurs. Moi, Ouais, je sais. comme les billes. Vas-y. Quand on est par terre, est-ce qu'il y a des filles avec nous? Et qu'est-ce que je viens de dire? Je sais. Donc, c'est un jeu de garçons. Et on n'est pas chez les Grecs. Donc, le jeu de noix va consister, quels que soient les jeux dont je vais vous parler, à récupérer le plus de noix possible, comme pour les billes. Le jeu, c'est de prendre celle de l'adversaire. Donc, on peut avoir une ligne de noix. Les petits garçons sont placés à 2 mètres, 3 mètres. Ils ont, eux, reçu 4 ou 5 noix. Et ils vont, vous savez, en les poussant comme ça avec le doigt, le texte, là, je n'ai pas de visuel, on n'a pas retrouvé de visuel, mais on a des textes. Ils disent qu'ils vont pousser la noix pour toucher celle de l'adversaire, et toutes celles qu'ils ont touchées, ils les retiennent. On va avoir aussi un jeu où ils vont faire une petite pyramide, c'est-à-dire 3 noix plus une noix au-dessus, et on va se mettre au-dessus, on va faire tomber la noix, il faut qu'elle tombe sur la pyramide pour récupérer les noix en question. On a des jeux avec des amphores, avec des petits trous aussi dans le sol. Quand on n'a pas d'argent, on est pauvre, faire un trou dans le sol, avoir des noix, eh ben, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Par contre, je vous rejoins quand vous aviez l'air de vous dire les pauvres et les esclaves, est-ce qu'ils jouent? Bien évidemment, ils vont travailler très tôt, très jeunes. Donc les jeux que l'on va trouver sur ces catégories, ce sont plutôt sur des très jeunes enfants. À partir de 5, 6, 7 ans, les enfants sont au travail, mais on peut supposer que en dehors des heures où ils travaillent, naturellement et spontanément, ils vont jouer. Pour les jeux de noix, je crois qu'il y a un stand sur le festival. Vous avez un stand qui vous propose de jouer aux jeux de noix comme les petits Romains. Alors, on va passer à des jouets un petit peu plus élaborés. Alors, je vous montre. Ne dites rien le premier rang, les premiers rangs. Je vais passer assez vite.
photographier la chose dans votre tête et vous allez me dire ce que vous avez vu. À votre avis, qu'est-ce qui est représenté? Ah, je suis passée trop vite. Alors, pas soldat. Gladiateur. Ouais, un gladiateur. Alors, la différence, c'est que le gladiateur est un petit peu nu sur la partie supérieure. Donc, c'est un gladiateur, et regardez bien, son casque est articulé. Nous sommes, alors là, c'est une reconstitution d'une pièce qui se trouve au musée d'Arles, donc une pièce qui a été trouvée ici, qui appartenait donc à un petit garçon d'une très riche famille, puisqu'on est face à un objet en métal, donc déjà même là, c'est un coup très significatif, très ouvragé, très détaillé. C'est l'ancêtre de quel jouet? Petit soldat, non, puis le Playmobil. Effectivement, l'ancêtre du Playmobil à l'époque romaine. Je vous montre deux autres jouets, je vais vous les présenter en même temps. Pour écrire sur des tablettes, il y a des ateliers, mais moi j'ai pas de scie. C'est la dame qui tient l'atelier. Je vous présente deux jouets. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Un petit chariot, tout à fait. Celui-ci vient du Tarn, celui-ci vient de Bavay, dans le nord de la France. On est typiquement. C'est quoi ça? Oui, ça me fait penser à quoi? Non. Pas. Les petites voitures. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a des filles ici? Il n'y a qu'une jeune fille. Il n'y a pas beaucoup de jeunes filles. C'est toi qui vas m'aider. As-tu déjà vu un petit garçon sur une petite voiture? Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il se raconte comme histoire? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un veut bien lui dire ce que se raconte le petit garçon qui joue aux petites voitures? Les adultes, aidez-moi. Il croit quoi? Il fait des courses. Il croit que c'est lui qui conduit, fait la course éventuellement, c'est bien lui. Et en fait, il fait comme qui, le petit garçon? Il fait comme papa, il fait comme les grands, il fait comme son papa, il imite. Donc à l'époque, évidemment, si vous voulez imiter papa, il n'y a pas de voiture. Donc on va imiter avec le petit cheval ou avec le chariot. Je vous montre, donc je vous ai montré des jeux de billes, des jeux de petites voitures et des jeux Playmobil, petits soldats. Alors, petits soldats, ça je vous l'ai dit, famille riche. Mais en réalité, les textes nous expliquent que tous les petits garçons vont jouer à la bagarre. Ceux qui ont un petit peu de moyens, on va trouver des faux glaives en bois. Et puis sinon, les poètes nous racontent qu'ils prennent des baguettes au sol et qu'ils font comme si c'était une épée et qu'ils se battent. Moralité, mademoiselle, c'est toi ma complice. À notre époque, 2000 ans plus tard, les garçons pensent avoir évolué parce qu'ils ont une Nintendo. Ils vont toujours aux jeux de course de voiture, aux jeux de billes, balles, ballons et aux jeux de bagarre. Ils n'ont pas évolué. Alors, on va peut-être aborder des jeux de filles. Alors, ce que je vous montre là, je peux leur montrer, on ne la fait pas passer, c'est la reconstitution d'une poupée qui a été trouvée, qui a été exposée au musée du Caire, trouvée donc en Égypte, poupée de chiffon, bourrée de laine. Quand vous la regardez, vous constatez que sur son poignet droit, elle a un petit brin de laine noué, un petit bracelet. Les enfants à cette époque-là, les petites filles, on allait, si on n'avait pas les moyens, quand on a les moyens, elles vont avoir des bijoux bien sûr, mais sinon, la laine a une fonction protectrice. Le fait de faire des nœuds protège également des mauvais esprits. Donc les petites filles portent des bracelets, et là, ce qui est étonnant, c'est qu'on va retrouver le même bracelet sur sa poupée. Ces bracelets avec des nœuds, est-ce que ça vous rappelle quelque chose d'actuel, encore une fois? Oui. Oui, monsieur. Alors, attendez. Le bracelet brésilien, c'est ça? Voilà. Qui est censé, quand il se casse, le vœu se réalise, etc. C'est-à-dire qu'on a toujours
ce truc en laine noué autour de poignet avec une fonction un petit peu protectrice, etc. Vous voyez, au bout de 2000 ans. Et tout le monde en porte un pour l'école. Cette petite poupée, c'est celle avec laquelle va jouer la fillette, 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à 4 ans environ. Alors, la question que j'ai posée aux filles tout à l'heure, je la pose aux garçons maintenant. Est-ce que vous avez déjà vu une toute petite fille qui ne va pas encore à l'école, hein, toute petite, jouer avec une poupée? Qu'est-ce qu'elle s'imagine quand elle joue avec son poupon? Ouais, vas-y. Elle croit qu'elle est quoi? Ouais, elle se prend pour une maman. Et c'est vraiment le premier jeu des petites filles qui est vraiment décrit, sourcé. On le retrouve également sur les stèles funéraires des enfants, des enfants fillettes mortes jeunes. On va les représenter avec leur poupon. C'est le premier jeu de la fillette. J'ai même un texte qui parle d'une fillette qui va voir sa nourrice et qui lui tend la poupée en lui demandant est-ce qu'elle lui donne le sein, parce qu'elle croit que c'est vraiment un vrai bébé et qu'il faut lui donner à manger. Et aujourd'hui, on le voit encore, des petites filles qui vont faire semblant de donner à manger, et ne vous avisez surtout pas de dire que c'est une poupée. Non, c'est pas une poupée, c'est son bébé. Et c'est déjà le cas à l'époque. En grandissant, elle arrête de jouer à la maman, et elle va jouer. Alors là, pour le coup, je parle vraiment des riches. Avec, attention, ce que je vous montre est une pièce magnifique, une reconstitution d'une poupée qui se trouve au musée du Vatican. L'original est en ivoire. Bien entendu, je ne l'ai pas fait pour reproduire en ivoire. C'est une poupée que je vous présente sans vêtements, alors que là, on l'a trouvée dans la tombe de sa propriétaire, elle portait des vêtements cousus de fil d'or. Ma copine esclave, confidente, tout ça, va passer avec une. Vous pouvez vous la faire passer, celle-ci. Comme ça, vous verrez comment elle est faite. Celle que je vous fais passer, que vous pouvez prendre dans les mains, est un petit peu plus rudimentaire. Elle est beaucoup moins belle que celle que je vais vous montrer. Alors, il y a plein de choses à dire sur cette. C'est l'ancêtre de qui? De Barbie, exactement. Barbie, c'est quoi? C'est la seule poupée auquel jouent les filles, qui est un poupée mannequin en fait, qui n'a pas un corps de bébé ou un corps de petite fille, c'est un corps de femme articulé. C'est la définition de la poupée mannequin. On a déjà la poupée mannequin, comme la Barbie, suit les modes de l'époque. La Barbie d'aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a 40 ans. Elle n'est pas faite pareil. Aujourd'hui, elle a. Voilà. À l'époque, elle a des petits seins, des hanches larges. Une belle femme a des petits seins et des hanches larges. Cette poupée va éventuellement être ornée avec des colliers. On en a trouvé certaines avec des petits trous pour les boucles d'oreilles, que bien sûr on n'a pas retrouvé. Elles ont bien entendu des vêtements. Il existe également des domus miniatures, c'est-à-dire des petites maisons de poupées. Ça, on n'en a pas trouvé, on a juste des textes qui nous l'indiquent. Et c'est un marqueur chronologique d'arriver ce type de poupée lorsqu'elle est portée à la robe de l'impératrice de l'époque. Il est exceptionnel de trouver des poupées aussi bien conservées. Au musée de l'art antique, au musée Bleu, vous avez une jambe et un bras, enfin un bout, et du coup ils ont autour, enfin ils l'ont remis en forme, mais on avait à Arles ce type de poupée, en tout cas au moins une. Donc tenue avec du lin poissé pour les articulations. Très belle chez ça. Alors, quelle poupée? Effectivement, la jeune fille s'imagine quand elle joue avec, non pas qu'elle est maman cette fois, mais qu'est-ce qu'elle se raconte? Vous n'avez jamais vu des fillettes jouer à la radio? Oui, exactement. C'est elle plus tard. Elle se raconte sa vie quand elle sera grande. C'est ce qui se passe également avec cette poupée-là. Et cette poupée, quand la jeune fille va se marier, la veille de son mariage,
elle offrira cette poupée dans le larvaire, c'est-à-dire qu'elle l'offrira au Dieu protecteur du foyer pour indiquer qu'elle quitte l'enfance, on a fini de jouer à être une femme, on va devenir une femme. Si par contre, elle décède avant d'avoir eu des enfants, on va l'enterrer avec sa poupée. Et là, le symbolisme, c'est qu'on va symboliser en fait l'enfant qu'elle n'a pas eu, pour que son âme, elle n'est pas la croyance de l'âme chrétienne, hein, mais pour que son esprit repose en paix et qu'elle ne vienne pas hanter, voire provoquer des fausses couches plus tard. D'accord? Vous avez bien entendu ce que j'ai dit? Parce que tout à l'heure, ça va vous servir. Alors, à votre avis, vous avez entendu que j'ai dit que la jeune fille, au moment, quand elle va se marier, elle offre la poupée au Dieu du foyer, au Dieu là, parce qu'elle devient une femme. Quand est-ce que le garçon devient un homme? Il n'y a pas de majorité. On reste toujours sous l'autorité de son père. Pas bien, ça, c'est vrai. S'il doit attendre que son père meure pour devenir un homme, on peut avoir des longévités. Je prends la toche prétexte, mais je ne sais plus à quel âge. Alors, ce que me dit la Romaine assise devant, c'est qu'effectivement, il y a une cérémonie au moment où l'enfant garçon devient un homme, et lors de cette cérémonie, il va ôter la tunique et la toge prétexte, c'est-à-dire le vêtement de l'enfance que j'ai caché quelque part. Là. Il ôte la tunique prétexte pour revêtir la toge virile. Il y a une cérémonie, etc. À quel âge? Alors, je suis sûre que tu le sais. La toge prétexte? Non, quand est-ce qu'il devient un homme? Oui. 18 ans. Non. Pas 18 ans. Quand ils deviennent un homme, c'est-à-dire quand est-ce qu'on n'est plus un enfant? Et enfin, quand est-ce qu'on n'est plus un enfant? 14 ans. Quand on peut, voilà, à la puberté. Il n'y a pas d'âge, ça dépend. Tu viens mettre du mariage. Aucun rapport du coup avec le mariage pour le garçon. Il n'a pas besoin de la femme pour devenir un homme. Il devient un homme quand il est pubère. C'est-à-dire qu'on voit qu'il est pubère quand il commence à avoir la barbe qui pousse. Là, ça y est, c'est un homme. C'est intéressant cette nuance, hein. La fille devient une femme grâce à l'homme. On va observer d'autres jouets. Ah oui, oh, pour les filles, j'avais oublié ça. On peut juste au moment où vous arrivez, c'est formidable. Ça va être très très dur, je vais demander aux adultes, après je vous montrerai, parce que c'est compliqué. Ça, à votre avis, c'est quoi? Je vous rappelle qu'on parle de jouets d'enfants. La dinette. C'est la dinette. Alors la dinette, c'est la vaisselle miniature de maman. Ce que je vous présente en terre cuite, les peintures se sont effacées. Enfin, la décoration s'est effacée. Mais bien entendu, à l'époque, c'est décoré. C'est joli comme la vaisselle de maman. Mais ce que je vous montre là, c'est ce que vous pourriez voir en musée. Quand vous voyez ça, c'est de la dinette. Ce qui veut dire que là aussi, je me rappelle tout à l'heure quand on parlait de Paris, qui joue comme quand elle était grande, on reçoit les copines, et les Romaines reçoivent leurs copines l'après-midi. Donc voilà. Autre jeu. La balle. Donc ça, effectivement, c'est une balle, c'est pas un ballon. C'est une balle qui va être plutôt une balle de jonglage, plutôt pour les jeunes filles. Et ensuite, celle-ci étant, vous pouvez vous la faire passer, elle est en cuir et à l'intérieur, c'est du crin, la crinière du cheval. On peut trouver du poil des fois tassé. Il existe également des ballons qui vont être plus gros, parfois en vessie de porc par exemple, et bourrés de plumes, et donc plus léger. Et là, on va avoir des jeux de ballons qui se jouent à plusieurs. On a retrouvé ainsi sur les textes qu'il jouait à l'ancêtre du ballon chasseur. Et j'ai oublié l'autre, je crois que je l'ai noté. Parce qu'en fait, j'ai des notes. Je vais citer, ah oui, le colin-maillard. Ancêtre du colin-maillard. C'est-à-dire les yeux bandés et on essaye de toucher l'autre avec le ballon. Autre jeu, alors là, je vais maintenant vous parler de jeux sans forcément vous les montrer. Il existe déjà à l'époque des jeux de construction.
Et notamment, on a des textes qui nous parlent des enfants qui, lorsqu'ils vont en bord de mer, vont jouer à faire, alors non pas des châteaux, mais des palais, parce qu'à l'époque on n'a pas les châteaux, des palais de sable. On va avoir également des petits, ils vont construire des petites domus. Dans les jeux d'adresse que je ne vous ai pas montrés, je ne sais pas si on en a sur Arelad, c'est les cerceaux. Les cerceaux que l'on, oui, parce que c'est pour tout le monde, c'est assez compliqué à gérer le cerceau. Et des cerceaux dont on dit, alors c'est pour ça que je regardais, les cerceaux babillards, voilà. C'est parce qu'ils pouvaient être équipés de clochettes et les enfants les faisaient rouler. Alors vous savez qu'en fait, c'était hyper bruyant les rues en ville à l'époque, hein, entre les chariots tirés par les chevaux, les ânes, les mules, sur les pierres, sur les pavés, voilà. Tout le monde qui criait, en plus, culture latine. Donc, c'était très bruyant. Et on a donc ces fameux cerceaux. Il y a aussi très intéressant, quand on a parlé des chariots, le jeu que visiblement les enfants de riches familles adoraient, c'était avoir un petit char. Il y a quelqu'un qui me parlait de char tout à l'heure. Des petits chars qui vont être tirés par des petites chèvres, ou par des chiens, ou par des poneys chez les plus riches. Donc ça, c'est vraiment, c'est pareil, on est toujours dans l'imitation de l'adulte. Autre jeu que je ne peux pas vous montrer, les jeux d'imitation de l'adulte. Alors une anecdote pas forcément super drôle, le fils de Pompée a été noyé par Néron, qui était son beau-père, parce que quand il jouait à se déguiser, il prenait le rôle de l'empereur. Il dit, alors on dirait que je serais l'empereur. Ça ne lui a pas trop plu à Néron. L'enfant a été noyé. C'était son beau-fils. On trouve aussi, il y a plein de choses à creuser là-dessus, mais voilà. En tout cas, les textes nous ont rajouté ça. Il existe également des jeux de table que vous pourrez découvrir dans la cour de l'archevêché. Donc on va avoir des jeux avec des pions, avec des jetons, avec le jeu des latroncubes, ça parlera peut-être à certains, jeu de la marelle, qui n'est pas la marelle au sol, pas celle qu'on joue à cloche-pied en tout cas, et des puzzles d'Archimède. Il y en a, j'ai perdu, je pense qu'on a. Et enfin, c'est une question pour les adultes. Jusqu'à présent, j'ai torturé les enfants. Messieurs, dames, si je vous dis qu'à l'époque romaine, tous les enfants demandaient à leurs parents un jouet pour lequel les parents leur répondaient systématiquement « Non, tu n'en auras pas ». Quel est le jouet qui est réclamé par les enfants? La tablette. Non. Alors, les instruments de musique, pourquoi ils n'en auraient pas? Et comme je viens de le dire, il y a tellement de bruit à Rome. Mais effectivement, ce n'est pas l'instrument de musique. Hein. Donc, la réponse, vous pouvez continuer de chercher. Par contre, oui, on leur offre des sifflets depuis tout petit. Sifflets souvent zoomorphes. Ouais, ils adorent les trucs qui font du bruit. D'ailleurs, regardez. À notre époque, quel est le petit jouet qu'on offre à la naissance? Le hochet. Regardez bien. Ceci vient d'Autun, en Bourgogne. Un hochet de l'Antiquité, c'est-à-dire un petit objet que l'on va agiter lorsque l'enfant s'endort, fait un peu de bruit. Vous connaissez tous ce principe pour endormir les enfants, on agite le hochet. Il y en a qui ne connaissent pas, levez la main, ceux qui ne savent pas que pour endormir les enfants, si, bah, oui, c'est sûr que lui, il ne peut pas savoir. Normalement, tous les jeunes devraient lever la main, ils ne savent pas. Voilà. Mais tous les autres, vous savez qu'on endort les enfants comme ça. Sauf qu'en réalité, réfléchissons. Ça n'endort pas. Mais c'est vrai que, jusqu'à maintenant, on a, sur toutes les générations précédentes, bercé en agitant le hochet. Dans l'Antiquité, on pense que ce qui fait un bruit comme ça va repousser les mauvais esprits. On le trouve dans toutes les cultures, sur tous les continents. Les maracas, au Brésil, c'est pas pour amuser les touristes, hein, normalement, c'est une pièce pour le culte.
comme dans les tribus africaines, où on va avoir des cultes et des cérémonies où on va agiter le rocher. Au 1er siècle, à l'époque romaine, on va pas le rocher pour les Africains. À l'époque romaine, on a une mortalité infantile très importante. Les bébés meurent. La mort subite du nourrisson représente une part importante des décès infantiles, c'est-à-dire l'enfant s'endort et ne se réveille pas. Et on attribue ces décès de petits nouveau-nés à l'esprit des femmes qui sont mortes sans avoir eu d'enfant. Vous vous rappelez quand je vous disais tout à l'heure qu'on enterre avec sa poupée? Parce que sinon, cette femme, vous savez, pour qu'une femme soit complète, elle doit avoir des enfants. Cette femme qui est morte sans avoir d'enfant, son esprit va revenir soit provoquer des fausses couches, là ça on attribue des fausses couches, soit prendre la vie des enfants nouveau-nés. C'est à ça qu'on attribue là ce qu'on appelle maintenant la mort subite du nourrisson. Du coup, le rocher permet de tenir à distance ces esprits malfaisants. Et donc, l'utilisation du rocher a perduré tout au long de l'histoire, jusque dans les années, entre les deux guerres en fait. Pour vous, ça parle moins. Mais entre les deux guerres, on avait encore l'utilisation du rocher quand on endort les enfants. Vous avez trouvé le jouet que tous les enfants réclament et auquel les parents opposent un refus catégorique? Les enfants, si ta maman ou ton papa pouvait t'acheter ce que tu veux le plus au monde, ça serait quoi? Toujours pas d'idée? Allez-y. Non, vous êtes trop en train de penser aux enfants romains. Un animal. C'est pas un truc que tous les enfants vous réclament à un moment ou à un autre. Je veux un chien, je veux un chat, je veux un lapin. Vous voulez pas? Un cheval? Ok. Eh bien, j'ai retrouvé les textes de l'Antiquité mais alors, les canons sont multiples. Systématiquement, les enfants veulent un animal. Je dis ça juste pour pouvoir vous présenter ma poule. Bon, ok. Donc, on est bien d'accord qu'on est au 21e... Oui, ça va. On est au 21e siècle. Donc, l'animal n'est plus un jouet. Hein? Mais dans l'Antiquité, les animaux... c'est des jouets d'enfants, entre autres. J'ai présenté il y a 2 ans, je crois, une conférence sur les animaux, la place des animaux dans la sphère domestique. Et vous trouverez donc de très nombreuses stèles, représentations, qui montrent des enfants avec des oiseaux ou un petit coq ou une petite poule. Effectivement, les oiseaux sont très très présents dans la sphère domestique à l'époque romaine, beaucoup plus que maintenant. Très peu de perroquets, parce que ça coûtait très très cher. Mais on va avoir des petits oiseaux, des merles, etc., comme animaux de compagnie. Alors, une fois que vous ne m'envoyez pas la SPA tout de suite, cette petite poule est une poule handicapée qui vit chez moi, qui est parfaitement habituée depuis toute petite à aller partout, et qui vit vraiment chez moi, elle fait ses siestes sur le canapé. Ce qui n'est pas du tout une vie normale pour une poule, mais elle a un très gros handicap, donc elle ne souffre pas, mais elle ne peut ni marcher correctement, ni voler, donc si jamais avec d'autres poules, oui, elle a des choses à dire. Vous ne pouvez peut-être pas comprendre parce que vous ne parlez pas latin. Voilà, donc ça, c'est ce que vous pourrez voir, ce type de représentation sur des stèles funéraires. Je vais voir si j'ai fait... Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce qu'il y a des jouets auxquels vous pensez, même des jouets actuels, où vous vous demandez s'ils existaient dans l'Antiquité? Ouais, j'ai oublié un truc. Les jeux de motricité. Vous savez, saute-mouton. Saute-mouton. Vous connaissez le jeu de saute-mouton, même la nouvelle génération? Dans l'Antiquité, on a déjà, à l'époque romaine, le jeu de saute-mouton. Je vais poser par terre, elle sera bleue. On a saute-mouton. On a, tenez-vous bien, la corde à sauter. Et encore mieux, on a la balançoire. J'ai pas fini tout à l'heure quand je vous ai parlé des charrettes, disons des trottinettes
pas électrique. En bois, avec des roues en bois. Ouais. Là, c'est pareil, on est sur des familles riches, hein, bien entendu, mais n'empêche que la trottinette existait déjà. Le vélo, non. Comme les poussettes, a priori, on a déjà vu des poussettes dans l'Antiquité, ça devait être très exceptionnel. Donc les animaux. Et enfin, les jeux éducatifs. Et là, vous aurez tous des yeux. Ça vous parle, la soupe avec des pâtes en forme de lettres? À l'époque romaine, on va faire des petits gâteaux en forme de lettres pour que les enfants, tout en se régalant, puissent apprendre l'alphabet. On va avoir des tablettes, comme on vous a montré tout à l'heure, qui sont pré-gravées. Ils n'auront plus qu'à passer dedans. Dans les jeux qui les aiment bien, alors ils apprennent à compter sur les doigts, mais comme vous, regardez ce que je viens de faire spontanément. 1, 2, 3, voilà. Et on va avoir des jeux. Vous connaissez le père impair? Je ne sais pas s'il est proposé dans les jeux à Ariad. Sans c'est le jeu trop facile et trop pas cher. Et ça marche très très bien avec les enfants, je l'ai testé. Le jeu du père impair, on prend des noix ou des petits cailloux si on n'a pas de noix, 2 enfants face à face. Il faut deviner combien il y en a dans la main droite. J'ai bien dit la main droite. La main gauche, ça porte malheur. Dans la main droite, un père ou un père. Voilà. Et ça marche super bien en fait comme jeu. Ça occupe bien les enfants. Les enfants, c'est plus des enfants. On a aussi des plaisanteries sur les mots, des énigmes. Vous vous êtes régalé avec la personne qui était juste avant moi. Alors je vais conclure, et après vous pourrez me poser des questions, avec une énigme de Platon pour amuser les enfants, pas les tout petits je pense. Écoutez bien, parce que vous allez devoir comprendre cette énigme. Un homme qui n'est pas un homme, aperçu sans l'apercevoir, un oiseau qui n'était pas un oiseau, perché sur une branche qui n'était pas une branche, tué, alors avec une pierre qui n'était pas une pierre, il le visa sans l'atteindre. Ça a 2000 ans, comme on a beaucoup évolué, pour nous ça devrait être facile. Je vous la refais. Un homme qui n'est pas un homme, aperçu sans l'apercevoir. Un oiseau qui n'était pas un oiseau, perché sur une branche qui n'était pas une branche, avec une pierre qui n'était pas une pierre, il le visa sans l'atteindre. Tu le connais? Moi non plus, je l'ai découvert. Qui a trouvé au moins un bout? Un homme qui n'est pas un homme. Alors, c'était pas un reflet, c'est pas un dieu, mais super, j'y avais pas pensé. Ah ben non, une femme, c'est pas un homme. C'est pas un enfant n'est pas un homme. À l'époque romaine, ça c'est un truc que vous pourriez théoriquement pas voir aujourd'hui. Un eunuque. Donc un homme qui n'est pas un homme, c'est un eunuque. Il aperçut sans l'apercevoir, là je vous dis parce que vous ne trouverez pas, un eunuque borgne. Okay. Un oiseau qui n'était pas un oiseau. C'est-à-dire un truc qui vole, on suppose, un oiseau, mais qui n'est pas un oiseau. Hein? Hein? Un pigeon? Un papillon? Not a butterfly? Une feuille. Non. Oui. Un eunuque borgne voit une chauve-souris perchée sur une branche qui n'était pas une branche. Alors en fait, c'est un sureau, qui n'est pas un arbre, ce n'est pas des branches. Et avec une pierre qui n'était pas une pierre. Non. On connaît, on en a parfois dans la salle de bain. La ponce, la pierre ponce. La pierre ponce n'est pas une pierre en réalité. Donc avec une pierre ponce, il la vise sans l'atteindre. Ah ah. Pas trop bête les Romains. Oh, c'était Platon en même temps. Mais c'est à destination des enfants. L'objectif était de faire réfléchir les enfants. Je vous remercie pour votre attention. Je n'ai jamais su conclure mes conférences, donc ça ne change pas. Vous voyez. Par contre, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Si j'ai vu que certains prenaient des notes, les 2 lectures que je peux vous recommander, c'est bien sûr Gérard Coulon, L'enfant en Gaule romaine, et Jean-Pierre Néraudot, L'enfant à Rome, Être enfant à Rome.
Avec Gérard Coulon, vous avez également des illustrations. Alors, on est sur la Gaule romaine, donc avec des illustrations, en illustration des pièces que vous pouvez découvrir dans différents musées de France. Des questions? Oui, merci. Est-ce que à l'époque, vous avez des jeux de société Oui, effectivement. La question, c'est est-ce qu'il y a des jeux de société? Alors, c'est ce dont tout à l'heure je parlais en jeu de plateau, où on va avoir effectivement des jeux qu'on joue à table, entre guillemets, ça peut être au sol en réalité, où on est à plusieurs et qui font appel, voilà, c'est pas pour les tout petits en général, mais les tout petits, ils vont jouer par exemple, eux, à pile ou face, déjà. Merci beaucoup à Véronique Belorskowski, qui est reconstitutrice et grande fidèle de notre festival à relater. Nous vous le remercions. Bravo.